À la frontière des royaumes, aux confins des marches de Bretagne, la forteresse de Clisson trône sur son rocher. Imprenable, elle domine la Sèvre et son enceinte était le théâtre de nombreux affrontements. Le tout premier château de Clisson, on pense qu'il est construit dans les années 1058-1060. Et au départ, c'est ce qu'on appelle un château à motte. Donc il faut imaginer une tour en bois défensive construite directement sur le rocher. Et là, plus précisément, nous sommes à l'intérieur de ce qu'on appelle la tour sud-ouest, qui est une ancienne tour d'artillerie de la fin du XVe siècle. Et on pense que c'était les quartiers du capitaine de la garde. Alors progressivement, on va avoir une ville qui va se mettre en place. Peut-être au départ, ce sont des maisons en bois, mais lorsque le château devient un château en pierre au XIIe siècle, la ville de Clisson se bâtit également avec des maisons en pierre. Et comme on est ici sur un point stratégique du duché de Bretagne, la ville de Clisson est très connue pour ses échanges commerciaux. Donc on va avoir beaucoup de foires, beaucoup de marchés. Et c'est pour ça qu'à la fin du XIVe siècle, des halles vont être construites. Donc ça va vraiment être le point économique de la ville. Et le château de Clisson a toujours été construit et agrandi pour devenir imprenable. Donc au fur et à mesure, on a ajouté des remparts, des tours, des portes, puisque on est sur un point très sensible du duché de Bretagne, qu'on appelle les marches de Bretagne. Donc potentiellement, ça peut dégénérer en guerre. Il peut y avoir des conflits entre Français et Bretons. Donc ce qui fait que c'est vraiment une clé de défense de cette entrée sud-est du duché de Bretagne. Et à la toute fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, ça va également devenir une clé de défense de la ville de Nantes. Et oui, on va avoir des propriétaires très importants, donc différents seigneurs qui se sont succédés tout au long du Moyen-Âge, mais également des femmes, puisque les femmes nobles ont du pouvoir au Moyen-Âge. Donc l'héroïne la plus connue de ce château s'appelle Jeanne de Belleville. C'est l'épouse du seigneur Olivier IV de Clisson. On est au tout début de la guerre de Cent Ans et Olivier de Clisson va être exécuté sur ordre du roi de France. En fait, le roi de France pense qu'Olivier est un traître, qu'il aurait conspiré avec l'Angleterre. Donc, à la mort de son mari, Jeanne décide de mener une guerre privée contre le roi de France. Elle prend les armes. Alors, c'est une mère de famille, elle pense aussi à la sécurité de ses enfants et décide de quitter la Bretagne pour aller se réfugier en Angleterre. Ce sera plus sûr pour elle et ses enfants. Alors, durant ce périple en mer, on sait qu'elle attaque des marchands et qu'elle les tue. Donc tout ça, ça va lui valoir, à partir du 19e siècle, la réputation de première femme pirate de l'histoire. Et le château a été incendié au moment de la guerre de Vendée. Donc on est vraiment dans cette période de troubles révolutionnaires. Ce qu'on appelle les Vendéens s'opposent à l'armée républicaine. Et justement, en septembre 1793, ces troupes républicaines viennent incendier Clisson. Donc une grosse partie de la ville va brûler. Et on raconte également que le château va brûler pendant des mois et des mois durant. Alors lorsque cette guerre se termine en 1796, les Clissonnais reviennent progressivement ici dans la ville et ils veulent rebâtir des maisons. Et pour ça, ils vont venir prendre des pierres du château qui est complètement à l'abandon. Donc ils vont rebâtir leur maison avec des pierres du château, ce qui n'arrange pas l'état de ruine.
Gorgé d'histoire, Clisson est un témoignage vivant de l'empreinte du temps. « 1789, Révolution française. Une partie de l'ouest de la France va se soulever contre la République. Pour mater cette insurrection, Paris va envoyer des troupes. Une de ces troupes va camper sur les hauteurs de Clisson. C'est l'armée de Mayence. Cette armée de Mayence est commandée par un général célèbre, qui est Kléber. Ravagée durant les guerres de Vendée, la vallée de Clisson conserve encore de nos jours les stigmates de son passé. Nous sommes en septembre 1793. Kléber va partir livrer bataille à une quinzaine de kilomètres de Clisson. C'est la fameuse bataille de Torfou. Alors il se replie sur Clisson pour récupérer son campement et puis partir se réfugier à Nantes, Nantes qui est une ville républicaine. Mais avant de partir, il y a toujours cette forteresse de Clisson qui est en très bon état et il a peur que cette forteresse serve de point d'appui pour les insurgés. Donc il va y faire mettre le feu. Donc décembre 1793, normalement, c'est fini pour la Vendée. Seulement, pour Paris, ça ne suffit pas. Ils veulent éradiquer totalement ce pays. Alors ils vont envoyer des colonnes, 12 colonnes. Ces 12 colonnes vont gagner le joli surnom de colonnes infernales. Une de ces colonnes va passer sur Clisson, février-mars 1794, et ils vont détruire totalement la ville. Si bien qu'au printemps 1794, Clisson est totalement désert. Il n'y a plus d'habitants. Il faudra attendre 1796 pour que des habitants reviennent relever les ruines de leurs maisons. Chassés d'Italie, deux frères d'origine nantaise, Pierre et François Cacot, sont subjugués par le charme de la vallée et décident de s'y installer. Donc ils sont revenus sur Nantes, mais ce sont des grands collectionneurs. Ils sont revenus avec une énorme collection. Alors collection évidemment d'objets d'art, peintures, sculptures, etc. Ils cherchent un coin, et en traversant cette vallée dévastée, eh bien, ils tombent sur Clisson. Et là, ils tombent sous le charme de cette ville, car les paysages leur rappellent l'Italie dans laquelle ils ont vécu. Alors ils vont acheter un ancien presbytère dans le faubourg de Clisson. Ils vont faire construire un musée-école. Ils vont faire venir des artistes. Et parmi ces artistes-là, il y a un sculpteur de talent, qui est François-Frédéric Lemaud, qu'ils ont connu en Italie. Ce monsieur, lui aussi, tombe sous le charme de Clisson. Alors il va acheter des propriétés. Sculpteur officiel de Napoléon, il acquiert la Garenne dès son arrivée, puis le château dont il dira ceci. Affligé depuis longtemps de la destruction de presque tous nos édifices gothiques, je m'empressais d'acheter celui-ci, dans l'unique intention de conserver avec soin ce monument. Fortement marqué par la culture et l'art italien, Lemaud, le sculpteur, est un artiste universel et il recompose comme un peintre dans son parc La Garenne une véritable peinture de paysages historiques à l'échelle de la nature. Le charme de Clisson réside dans son style ombrien, flanqué d'un pavillon toscane. Le sculpteur va recomposer dans cet esprit tout le paysage de la ville alentour, qui lui donne son aspect unique. Comme cette ville de Clisson est en pleine reconstruction, eh bien, ils vont aider les Clissonnais à reconstruire leur ville. Ils vont leur imposer un style, et c'est le style italien.
Le vignoble nantais va donc l'adopter pour reconstruire les dépendances viticoles, les bâtiments industriels et les petites maisons. Courant XIXe siècle, la vallée de Clisson compte de nombreuses tanneries, filatures, briqueteries, papeteries. Un viaduc est construit entre 1840 et 1841 pour enjamber la Moine sur l'axe Nantes-Poitiers. Avant la création de celui-ci, seul le petit pont gothique Saint-Antoine desservait cette route. Plusieurs personnalités des arts s'installent à Clisson, participant au courant de reconstruction et à l'émergence d'un foyer artistique important au XIXe siècle. Et c'est comme ça que Clisson la médiévale est devenue Clisson l'italienne.